Et si je vous confiais qu'une grande puissance qui était à la hauteur de l'Égypte antique, ayant signé le premier traité de paix connu, a été tellement rayée de l'histoire qu'on a cru pendant des siècles qu'elle n'était qu'un mythe. Les ruines d'Atoussa, une forteresse qui a été le centre de l'un des plus puissants et mystérieux empires de l'âge du bronze, à savoir l'empire hittite, se trouvent dans les terres arides d'Anatolie, en Turquie actuelle, de 1600 à 1180 avant J.C. Soit pendant plus de 400 ans, les Hittites ont non seulement affronté les pharaons égyptiens, mais ils ont aussi excellé dans l'art de la guerre et de la diplomatie, établissant un empire qui couvrait une vaste portion de l'Asie. Toutefois, son terme fut si soudain et dévastateur que son nom a sombré dans l'oubli, se transformant en une simple rumeur dans les écrits anciens, une légende que les savants du XIXe siècle ont considérée comme une pure invention. Comment un empire de cette envergure peut-il tout bonnement s'évanouir? Comment une civilisation qui a partagé la même table que les pharaons d'Égypte et les souverains de Babylone a-t-elle pu tomber dans l'oubli total? C'est la question qui a tourmenté les historiens pendant des centaines d'années. Les Hittites n'ont pas simplement cessé d'exister, ils ont été délibérément gommés de l'histoire. Pendant que l'Égypte édifiait des édifices qui annonçaient sa grandeur jusqu'aux cieux, les Hittites laissaient en héritage des décombres muets et un vide déroutant. Ils étaient désignés dans la Bible comme les peuples de Heth, mais pour les chercheurs du XIXe siècle, ils n'étaient rien de plus que des mythes, des vestiges d'une tribu insignifiante, et non pas les dominants d'un empire. On nous raconte officiellement qu'ils ont été découverts au début du XXe siècle, mais une vision plus extrême et contestée laisse à penser qu'ils n'ont pas véritablement été découverts. Au lieu de cela, les preuves de leur existence étaient si irréfutables qu'elles ne pouvaient plus être négligées. S'agissait-il d'une ancienne conspiration? Est-ce que ses adversaires, tels que les Égyptiens, ont tenté de minimiser son legs en réécrivant l'histoire pour exagérer leur triomphe? Rappelons-nous du fameux accord de Kadesh. Bien que Ramsès II le glorifie dans ses temples en tant que triomphe écrasant, les documents hittites exposent une toute autre histoire, celle d'un équilibre stratégique qui avantagerait en réalité les Hittites. C'était la première étape d'un long processus d'oubli. Atoussa, sa capitale, abrite le noyau de ce mystère. Une citadelle inaccessible, ceinturée de plusieurs kilomètres de murailles, dont l'ingéniosité architecturale ne cesse d'étonner les archéologues. Les excavations, qui s'étendent sur plus de 100 ans, continuent de dévoiler des mystères. Des zones mystérieuses entre les temples et le palais royal ont été mises en évidence grâce à des découvertes récentes en 2025, qui ne coïncident pas avec les cartes actuelles de la cité. Ces trouvailles laissent à penser que malgré un siècle d'exploration, nous n'avons guère qu'effleuré la surface de leur univers. Chaque plaque d'argile, chaque fondation mise à jour ne se contente pas de répondre à des interrogations, elles en soulèvent également d'autres plus dérangeantes. Le véritable étonnement est survenu avec la décryptage de leur langue. Des milliers de tablettes cunéiformes, découvertes par l'archéologue Hugo Winkler en 1906, ont révélé une langue indo-européenne, la plus ancienne jamais documentée. Cela a non seulement validé l'existence des Hittites, mais les a aussi liés à un immense réseau de peuples allant de l'Europe jusqu'à l'Inde. Tout à coup, ils ne formaient plus un groupe isolé, mais étaient devenus une pièce essentielle du tableau de l'histoire ancienne. Le mythe biblique s'était transformé en une force historique majeure, et le calme des vestiges a commencé à chuchoter un récit de puissance, de complot et d'un oubli trop profond pour être fortuit. Cette réévaluation nécessaire nous pousse à remettre en cause tout ce que nous pensons connaître de l'histoire. Si un empire de cette envergure a pu être anéanti, que sommes-nous d'autres en train de perdre? Les Hittites nous donnent une leçon troublante. L'histoire n'est pas uniquement ce qui a eu lieu, mais aussi ce que nous décidons de garder en mémoire. Et pour lui, le monde a décidé d'omettre.
La question ne se limite pas à identifier qui étaient les Hittites, mais implique également de comprendre pourquoi une civilisation d'une telle envergure a été éclipsée, et quelles puissances mystérieuses ont contribué à leur effacement et à leur mutisme ultérieur. D'où vient ce peuple né dans l'ombre? La réponse engendre une tempête de controverses qui interroge les notions d'identité et de sentiment d'appartenance. L'hypothèse la plus largement soutenue, bien que sujette à controverse, est que les Hittites ne venaient pas d'Anatolie. Ils étaient des conquérants, issus des vastes mouvements migratoires indo-européens qui ont vu le jour dans les steppes de ce qui est actuellement le sud de la Russie. Une recherche en génétique de 2025 portant sur l'ascendance Yamnaya a appuyé cette notion, attestant d'un rattachement biologique qui les associe à ces mouvements migratoires ayant traversé l'Europe et l'Asie il y a de nombreux millénaires. Toutefois, ils ne sont pas arrivés dans une terre déserte. Avant leur arrivée, la région était peuplée par un groupe connu sous le nom de Hatti, une civilisation possédant sa propre langue et culture unique. C'est à ce moment-là que l'histoire prend une tournure nébuleuse. Les Hittites n'ont pas détruit les Hattis. Dans une démarche stratégique et inédite, ils les ont intégrés. Ils ont pris le nom de la terre de Hatti, incorporé leur divinité dans leur panthéon et combiné leur culture. Il ne s'agissait pas simplement d'une conquête, mais plutôt d'un processus d'assimilation, un acte de vol identitaire à grande échelle qui a déclenché une discussion contemporaine sur la pureté raciale et la récupération culturelle dans l'Antiquité. Cette union a donné naissance à une entreprise hybride, un mélange d'ethnies et de coutumes qui fut autant sa plus grande force que sa faiblesse dissimulée. Cela leur a, d'une part, conféré une flexibilité et une aptitude à s'adapter exceptionnelles. Par ailleurs, il a jeté les bases d'un conflit interne qui perdurerait tout au long de son histoire. Se percevait-il comme une seule communauté? Ou y avait-il des frictions sous-jacentes entre l'élite indo-européenne et la population hattienne locale? Les écrits hittites regorgent d'inquiétudes relatives à la fidélité et aux déloyautés, ce qui pourrait refléter une vulnérabilité essentielle dans les bases de leur empire. En juillet 2025, l'énigme de ses débuts a pris une tournure dramatique avec la découverte d'une langue indo-européenne inédite sur un lot de tablettes exhumées à Hattusa. Cette langue, jusqu'ici inédite, n'est pas simplement un nouveau patois. Elle insinue également des connexions secrètes avec les populations védiques de l'Antique Inde. Des divinités comme Mitra et Varuna, qui occupent une place centrale dans le panthéon hindou primitif, sont mentionnées dans les documents hittites datant de 1500 ans avant notre ère. Cela indique qu'il existe un réseau d'interactions culturelles et religieuses plus vaste et ancien qu'on ne l'imaginait, des voies oubliées qui connectaient l'Anatolie au sous-continent indien bien antérieurement à la route de la soie. Ainsi, les Hittites ne représentaient pas seulement un groupe de personnes, mais plutôt un véritable phénomène. Ils ont vu le jour à la suite d'un choc des cultures, façonné dans un moule de déplacement, de conquête et d'intégration. Sa personnalité était un patchwork, à la fois complexe et contradictoire. Cette ascendance mixte a été le catalyseur de leur développement, leur offrant une vision singulière du monde et une aptitude caméléonesque à interagir avec diverses cultures. Cependant, ce fut également une fissure interne, une tache sombre au sein de son empire qui, comme nous le démontrerons, aura un impact déterminant dans sa chute finale et désastreuse. Comment un royaume fraîchement constitué dans les montagnes d'Anatolie a-t-il pu ériger un empire qui rivaliserait avec celui de l'Égypte? L'explication réside dans une avancée technologique qui a détourné les principes de la guerre ancienne. Le char léger. Ils n'ont pas créé le char, mais ils l'ont amélioré au point de le transformer en l'outil de guerre le plus mortel de leur période. À l'opposé des chars égyptiens ou mésopotamiens massifs, principalement des plateformes mobiles pour le tir à l'arc, le char hittite se distinguait par sa légèreté et sa rapidité. Il était manœuvré par une équipe de 3 hommes au lieu de 2, un conducteur, un combattant et primordialement un écuyer. Cette addition autorisait des stratégies plus offensives
et une meilleure capacité de survie sur le terrain de combat. Grâce à leur avance technologique, ils ont connu une expansion militaire sans précédent, sous l'autorité de rois remarquables tels que Suppiluliuma Pre. Ce génie militaire et stratège a dirigé les armées hittites pour piller la mythique cité de Babylone et vaincre leurs adversaires du royaume de Mitanni au XIVe siècle avant J.C. Les chars des Hittites se transformèrent en une machine de guerre irrésistible, instillant la peur au sein de leurs adversaires. Ils étaient comparables aux chars de l'âge du bronze, un atout asymétrique qui leur a garanti la suprématie sur plusieurs générations. Mais était-ce le seul facteur de sa force considérable? On leur a longtemps attribué un autre atout majeur, le monopole sur le fer. Le mythe selon lequel les Hittites auraient gardé le secret de la métallurgie du fer, l'exploitant pour forger des armes d'une qualité supérieure, est devenu un élément central de leur légende. Toutefois, cette théorie, fréquemment vue à travers le prisme eurocentrique, a suscité de vifs débats et est remise en question par des découvertes récentes. Les éléments découverts au Tamil Nadu, en Inde, et rendus publics en 2025, laissent à penser que l'ère du fer a débuté dans cette région bien plus tôt, possiblement vers 3345 avant J.C. Cela non seulement défait le mythe du monopole hittite, mais nous contraint aussi à revoir la propagation de la technologie dans l'Antiquité. Bien que les Hittites aient employé le fer, ce n'était pas principalement pour fabriquer des armes en grande quantité qui demeuraient majoritairement en bronze, mais plutôt pour créer des objets de prestige et à caractère rituel. Ce n'était pas le métal qui conférait du pouvoir à ces armées, mais la divination. Une tablette dénichée en 2025 sur le site de Kayalupunar met en lumière d'une manière inédite comment les augures, fondés sur le vol des oiseaux, constituaient un élément essentiel dans le processus décisionnel militaire. Avant chaque confrontation, les prêtres exécutaient des rites compliqués pour anticiper le résultat et la détermination des divinités dictait le plan d'action à adopter. La guerre ne se résumait pas uniquement à la puissance militaire, mais impliquait également une faveur céleste. En conséquence, la force militaire hittite était un mélange redoutable d'innovation technologique, de direction audacieuse et d'une foi profonde en l'intervention divine. Ils n'ont pas seulement piraté la guerre avec leurs tanks, ils l'ont aussi insérée dans un système cosmologique où chaque triomphe attestaient du soutien de leur divinité. Cette méthode leur a insufflé une assurance et une férocité que leurs adversaires ne pouvaient rivaliser. Toutefois, leur reliance sur les augures et les présages les exposait aussi à la vulnérabilité. Que se produirait-il si, à un moment donné, les dieux choisissaient de ne plus s'exprimer ou, ce qui serait encore plus terrible, si leurs prédictions annonçaient la fin de l'Empire lui-même? Un empire ne repose pas uniquement sur la force militaire. Les Hittites en avaient connaissance, et c'est pour cette raison qu'ils sont devenus les dominants d'un jeu bien plus délicat et risqué, la diplomatie. Ils ont établi un réseau d'alliances et de traités qui était tout aussi essentiel pour leur domination que leurs chars de combat. Sa grande œuvre était le traité de Kadesh, conclu en 1259 avant J.C. avec le pharaon Ramsès II d'Égypte. C'est le premier accord de paix connu dans l'histoire, qui a résisté à l'épreuve du temps, un document remarquablement élaboré qui définissait des limites territoriales, des conventions de non-violence et des dispositions de défense réciproque. Mais était-ce véritablement un geste de paix ou une œuvre magistrale de manipulation? La controverse liée à Kadesh est profonde. Tandis que Ramsès II faisait recouvrir les parois de ses temples par des bas-reliefs, le présentant comme un conquérant incontesté, la version hittite du traité, découverte à Hattusa, expose un récit d'égalité. Un résultat de parité qui, sur le plan stratégique, était avantageux pour les Hittites, puisqu'il entravait les aspirations expansionnistes de l'Égypte en Syrie et renforçait leur propre domination sur la zone. Ce pacte n'était pas le reflet d'une amitié, mais plutôt un armistice tendu
entre deux superpuissances se considérant sur un pied d'égalité, un affrontement stratégique à l'échelle mondiale dans lequel les Hittites ont prouvé leur habileté en tant que joueurs chevronnés. Les Hittites faisaient partie de ce que les historiens contemporains désignent comme le club des grandes puissances durant la période tardive de l'âge du bronze. Les tablettes d'Amarna, qui constituent une collection de lettres diplomatiques découvertes en Égypte, mettent en évidence un échange régulier de correspondances entre les souverains de Hatti, d'Égypte, de Babylone, d'Assyrie et de Mitanni. Ils se nommaient frères, échangeaient des présents somptueux et organisaient des unions dynastiques pour établir des accords. C'était un système de relations internationales étonnamment contemporain, une première incarnation de l'ONU, où la diplomatie, le commerce et la menace sous-entendue de la guerre préservaient un fragile équilibre des forces. Cependant, derrière cette diplomatie formelle se dissimulent des mystères et des liens que nous n'avons encore qu'une compréhension partielle. Un accord de 1380 avant J.C. entre les Hittites et le royaume de Mitanni fait appel à 4 divinités qui ne sont ni Hittites ni mésopotamiennes, comme témoins: Mitra, Varuna, Indra et les Nasatyas. Il s'agit de divinités védiques, centrales dans l'Inde antique. Ce phénomène surprenant, largement discuté sur les plateformes d'histoire et les médias sociaux, laisse supposer l'existence d'un réseau international secret, une circulation d'idées et de convictions qui dépassait de loin ce que l'on pensait réalisable, reliant la Méditerranée orientale au sous-continent indien par des voies commerciales et culturelles désormais absentes. Ainsi, la diplomatie des Hittites se révélait être une arme à double effet. D'une part, ils ont pu administrer un grand empire pluriethnique, en recourant à la législation et aux accords pour préserver l'ordre lorsque la force brute ne suffisait pas. Par ailleurs, il les a piégés dans un enchevêtrement d'obligations et de rivalités qui était d'une extrême fragilité. Chaque accord, chaque union et chaque correspondance constituait un élément dans le grand échiquier de la puissance mondiale. Sous les apparences de camaraderie et de collaboration se dissimulaient les ombres de la conspiration et de la trahison, et l'effondrement d'un seul élément pouvait mettre en péril l'ensemble du système. Comment se passait la vie quotidienne dans l'empire hittite? Plutôt que d'être des sauvages avides de sang, les Hittites ont mis en place l'une des sociétés les plus structurées et évoluées juridiquement de leur temps. Contrairement au célèbre code d'Hammurabi et sa fameuse loi de l'œil pour œil, leur loi juridique manifestait une étonnante tendance à privilégier la restitution plutôt que la sanction corporelle. Malgré l'existence de peines capitales pour des infractions sérieuses touchant l'État ou la foi, la majorité des crimes étaient sanctionnés par des amendes, dont le montant variait en fonction du rang social de l'auteur et de la personne lésée. C'était un régime judiciaire pragmatique, élaboré pour préserver l'unité sociale et prévenir les cycles de représailles. Toutefois, cette apparente humanité coexistait avec des coutumes qui nous paraîtraient aujourd'hui scandaleuses et disputées. La législation hittite autorisait et parfois même encadrait l'inceste au sein de la famille royale. Cette coutume, également observée dans d'autres civilisations antiques telles que la civilisation égyptienne, avait sans doute pour objectif de purifier et de fortifier la lignée royale, en gardant le pouvoir concentré au sein d'un cercle restreint. C'est un reflet de mythes obscurs et de tabous fondamentaux, une perspective sur un état d'esprit où la pureté dynastique l'emportait sur les standards sociaux habituels, exposant un aspect plus lugubre et pragmatique de leur culture. L'entreprise avait une structure hiérarchique rigoureuse. Le roi, qui occupait une position élevée au sommet, n'était pas vénéré comme un dieu vivant à l'image du pharaon égyptien, mais plutôt perçu comme le représentant des dieux de la tempête sur terre. Il exerçait les fonctions de grand prêtre, juge suprême et chef des forces armées. Sous son règne, une bureaucratie sophistiquée composée de secrétaires, de gouverneurs et de fonctionnaires gérait l'empire avec une remarquable efficacité. Des fouilles récentes à Oylum-Eyuk, identifié comme étant le centre administratif hittite d'Ukulzat,
ont mis en évidence une organisation presque moderne, caractérisée par des archives rigoureusement tenues et une gestion centralisée. Celle-ci a connu un effondrement aussi soudain que énigmatique, au même moment que la chute de l'ensemble de l'Empire. Cette bureaucratie agissait comme le soutien essentiel qui conférait aux Hittites la capacité de gérer un territoire aussi étendu et varié. Tout depuis la collecte d'impôts jusqu'à l'organisation des ressources et le rassemblement des troupes était consigné sur des tablettes d'argile. Ce dispositif leur a procuré un atout administratif essentiel par rapport à leurs concurrents, leur offrant la capacité de réagir aux crises avec une rapidité et une organisation remarquables. Cependant, cela a également engendré une grande dépendance vis-à-vis d'une élite restreinte de scribes et d'administrateurs. Si ce point crucial venait à échouer, l'ensemble de l'Empire courait le risque de subir une paralysie. Au fond, la société hittite était un paradoxe. Elle était simultanément avant-gardiste et dépassée, humaine et cruelle. Ses lois reflétaient une sagesse pratique, mais sa structure sociale dissimulait des coutumes profondément alarmantes. Ils avaient une fixation sur l'ordre, le droit et la bureaucratie, érigeant un État qui opérait tel un mécanisme parfaitement rodé. Toutefois, le véritable moteur de cette machine n'était pas ses lois, mais ses dieux, des divinités imprévisibles et fréquemment vengeresses dont l'agrément devait être conquis par des rites qui, comme nous allons le découvrir, pouvaient les inciter à transgresser les limites les plus obscures. Si la bureaucratie et la loi constituaient le squelette de l'Empire hittite, la religion en représentait le sang et l'esprit. Mais quel dieu était-il en train d'adorer? On appelait souvent les Hittites le peuple aux 1000 dieux, et ce n'était pas sans raison. Le panthéon en question était une mosaïque vaste et chaotique d'entités divines tirées de chaque peuple conquis ou avec lequel ils étaient en relation. Plutôt que d'imposer leur divinité, ils adoptaient une approche syncrétique à grande échelle. S'ils prenaient une ville, ils ne démolissaient pas ses idoles. Au contraire, ils les adoptaient, les intégraient à leur propre panthéon et leur dédiaient un culte. Il s'agissait d'une stratégie de suprématie spirituelle, une manière d'affirmer « Vos dieux œuvrent désormais sous notre direction ». Bien que stratégiquement astucieuse, cette démarche a engendré un monde religieux complexe et chargé d'angoisse. Teshub, le dieu de l'orage puissant, était la divinité suprême. C'était une figure centrale, empruntée au Hatti, qui tenait un éclair en main et se dressait au sommet de 2 montagnes. Cependant, on trouvait à ses côtés des divinités hourites, mésopotamiennes, syriennes et anatoliennes, chacune avec ses propres règles, mythologie et rites. Les monarques hittites vivaient perpétuellement dans l'inquiétude, redoutant de contrarier une divinité négligée quelque part dans l'Empire, persuadés qu'un seul dieu pouvait engendrer la sécheresse, la maladie ou la défaite sur le champ de bataille. Son monde était habité par des puissances divines qui n'avaient pas forcément une attitude bienveillante, mais étaient fréquemment sujettes à la vindicte et à l'imprévisibilité. Pour se frayer un chemin à travers ce terrain théologique périlleux, les Hittites s'en remettaient de manière obsessionnelle à la divination. Aucune grande décision, allant de l'annonce d'une guerre à l'érection d'un temple, n'était prise sans avoir préalablement consulté la volonté des dieux. Les techniques employées étaient diversifiées et fréquemment singulières. Ils scrutaient les viscères de brebis sacrifiées, déchiffraient les dessins d'huile flottant sur l'eau ou, comme l'a démontré la tablette de juillet 2025, traçaient le parcours des oiseaux avec une exactitude quasi scientifique. La divination ne représentait pas une superstition de moindre importance. C'était un instrument clé de l'État, une méthode pour accéder à une connaissance divine dans un univers incertain. Le roi ne se comportait pas comme un despote, mais agissait plutôt comme l'interprète principal d'un conseil de direction divin et fréquemment contradictoire. Yazilikaya, un sanctuaire en plein air, est l'un des lieux de culte les plus mystérieux. Situé en périphérie de Hattusa, il est remarquable par ses sculptures représentant des déités taillées directement dans la pierre vivante.
Une théorie contestée, avancée en 2019 et toujours vivement discutée, propose que Yazilukkaya n'était pas simplement un site de vénération, mais une structure complexe de chronologie cosmique. Selon cette hypothèse, les tailles ne seraient pas le fruit du hasard, mais symboliseraient des configurations et des cycles célestes, cherchant à établir une cartographie du temps et anticiper des catastrophes. Est-ce que les Hittites se servaient de ce sanctuaire pour anticiper leur propre futur, scrutant le ciel à la recherche d'indices d'un déclin qu'ils pressentaient proche? Ainsi, la religion hittite ne servait pas de consolation, mais engendrait une profonde inquiétude. Son panthéon reflétait la nature de son empire, un assemblage d'entités étrangères liées par la puissance, perpétuellement sur le fil du rasoir. Il résidait dans un univers où les divinités adverses pouvaient devenir les leurs, mais où la plus petite faute rituelle pouvait provoquer une calamité. Ce besoin perpétuel de calmer des milliers de divinités imprévisibles les a conduits sur des voies obscures, les incitant à réaliser des rites qui, alors que leur empire commençait à se craqueler, devenaient de plus en plus désespérés et sinistres. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour préserver votre peuple de la famine et de l'éradication? C'est la question qui persiste autour l'un des plus récents et troublants découvertes liées aux Hittites. Au fur et à mesure que son empire était soumis à des crises de plus en plus sévères, sécheresse, famine, dangers extérieurs, ces rites se radicalisaient. Leur désespoir les a poussés vers des rituels qui, pendant de nombreuses années, n'étaient que murmures dans les écrits les plus obscurs, mais qui émergent désormais à la surface d'une manière profondément sinistre. En 2025, les archéologues ont déniché une découverte sinistre sur le site d'Uşaklı-Höyük. Des restes de plusieurs enfants ont été retrouvés dans des contextes manifestement rituels, à proximité de constructions cérémoniales. Ce n'étaient pas des funérailles ordinaires. L'arrangement des corps et des objets qui leur sont liés laissait présager quelque chose de bien plus sinistre. S'agissait-il de sacrifices humains? Cette idée suscite autant de controverses qu'elle est terrifiante. Même si les écrits hittites ne mentionnent pas explicitement le sacrifice d'enfants, les découvertes archéologiques semblent donner une autre version des faits, celle d'une société poussée dans ses retranchements, disposée à tout sacrifier pour calmer ses divinités courroucées. La théorie la plus courante, âprement discutée sur les plateformes sociales et dans les cercles universitaires depuis leur révélation, est que ces rites étaient directement associés à la sévère sécheresse qui a dévasté la région lors des dernières décennies de l'Empire. Devant la sécheresse et la destruction des moissons, il est envisageable que les rois et prêtres hittites aient eu recours au sacrifice le plus fort qui soit, proposant la vie des plus jeunes et des plus purs pour préserver l'existence de leur communauté. Ce ne serait pas un acte de cruauté, mais plutôt un geste de désespoir cosmique, la dernière option pour une population observant l'effondrement de son univers. Toutefois, d'autres interprétations proposent des scénarios tout aussi sombres. Est-il possible que ces personnes aient été des victimes d'une épidémie ayant décimé la population, et que leur corps ait été employé dans des cérémonies de purification destinées à stopper la peste, ou faisaient-ils partie de rituels de fondation, enfouis sous de nouvelles constructions pour garantir leur solidité et la sauvegarde divine? Les éléments de preuve d'août 2025, faisant mention d'un potentiel cercle d'enfants disparus, laissent entrevoir une pratique systématique plutôt qu'un incident isolé. Peu importe le fait, ces eaux muets attestent des ombres lourdes qui se sont abattues sur l'ultime déclin de l'Empire hittite. Ces révélations nous contraignent à faire face à une réalité dérangeante concernant l'Antiquité et, possiblement, la nature humaine. Devant le risque d'un effondrement, les limites éthiques peuvent s'avérer être dangereusement élastiques. Il se pourrait que les Hittites, qui avaient établi une société fondée sur la législation et les négociations diplomatiques, aient finalement régressé vers des pratiques rudimentaires dans un effort désespéré pour subsister. Ces rites nébuleux n'étaient pas juste des démonstrations de croyance.
Il manifestait la profonde crise qui minait l'Empire de manière insidieuse, une obscurité interne qui allait finalement préparer le terrain pour son effondrement absolu et intégral. Durant de nombreuses années, on a expliqué la disparition de l'Empire hittite par une histoire simpliste et pratique. Ils ont été anéantis par les peuples de la mer, une coalition énigmatique d'envahisseurs maritimes qui ont dévasté les rivages de la Méditerranée orientale aux alentours de 1200 avant JC. Cependant, bien que séduisante, cette explication est trop simpliste. Comment une bande de pirates, aussi redoutable soit-il, a-t-elle réussi à renverser du jour au lendemain une superpuissance sur le continent ? Comme le démontrent les recherches récentes, la réalité est bien plus complexe et terrifiante. L'effondrement n'a pas été le fruit d'un seul incident, mais plutôt une conjonction de crises imbriquées qui ont formé une sorte de tempête parfaite. Le climat est au centre de cette théorie récente et polémique. Des recherches paléoclimatiques effectuées entre 2023 et 2025, s'appuyant sur l'examen des cernes arboricoles et des dépôts sédimentaires, ont démontré que la conclusion de l'ère du bronze a coïncidé avec l'une des sécheresses les plus rigoureuses et étendues des derniers milliers d'années. Durant près de 3 siècles, les précipitations ont disparu, les températures se sont modifiées et les terres fertiles d'Anatolie se sont métamorphosées en désert. Les pertes de récoltes se sont succédées d'année en année, provoquant une famine omniprésente qui a considérablement affaibli l'Empire dans son ensemble. Ce ne sont pas les forces adverses qui ont vaincu les Hittites, mais plutôt la famine. Cet ancien complot climatique a provoqué une suite d'événements désastreux. La famine a engendré des perturbations internes et des révoltes. Les villes qui dépendaient des céréales agricoles se transformèrent en véritables pièges mortels. Et surtout, la sécheresse a entraîné un déplacement massif de population. Des groupes entiers, tels que les Phrygiens et les Doriens, ont été forcés de quitter leurs habitations pour trouver des terres plus productives, se confrontant inévitablement aux limites d'un empire hittite déjà affaibli. Selon certaines théories, les fameux peuples de la mer n'auraient pas été des envahisseurs, mais plutôt des réfugiés climatiques qui faisaient partie d'un mouvement humain désespéré fuyant une catastrophe commune. Dans ce désordre, la capitale Hattusa fut délaissée et réduite en cendres jusqu'à ses fondations aux environs de 1180 avant JC. Mais qui lui a mis le feu? Il n'y a pas de preuve d'une grande confrontation finale. Les indices laissent à penser qu'il y a eu un effondrement de l'intérieur, une guerre civile, une révolte de paysans affamés ou tout simplement l'abandon d'une cité qui ne pouvait plus être soutenue. Le système bureaucratique complexe, si performant en période de tranquillité, s'est retrouvé immobilisé. Le souverain, dont l'autorité reposait sur sa capacité à assurer l'approbation des divinités et l'abondance de la terre, a vu toute sa légitimité s'effriter. L'Empire n'a pas été soumis à la conquête, il s'est lui-même désintégré. Donc, la chute des Hittites est un avertissement terrifiant qui porte encore écho jusqu'à notre époque. Cela illustre la façon dont une civilisation développée, interconnectée et influente peut être exposée à un changement environnemental brusque. Sa déclin n'était pas dû à un adversaire unique, mais plutôt à la vulnérabilité de son propre mécanisme. Une trop grande dépendance à une unique région agricole, un ensemble d'alliances qui s'est effondré sous tension et une organisation sociale incapable de supporter le fardeau de la famine et du désespoir. Ils étaient tellement focalisés sur leurs concurrents externes qu'ils ont négligé la menace existentielle qui se développait à leurs pieds. Un enseignement que les empires contemporains devraient s'efforcer de ne pas oublier. Suite à leur effondrement, un silence pesant s'est installé parmi les Hittites. Un silence qui s'est prolongé pendant plus de 3 millénaires. Son nom n'a subsisté que dans de rares textes égyptiens et références bibliques, mais son empire, sa langue et son histoire ont été pratiquement anéantis. Pour le XIXe siècle, il représentait un mythe, une simple annotation en bas de page. Il était tout bonnement inconcevable qu'une 3e superpuissance ait existé en plus de l'Égypte et de la Mésopotamie. Il semble que l'histoire était déjà tracée et qu'il n'y avait pas de place pour eux.
Tout s'est transformé en 1906. Hugo Winkler, un archéologue et assyriologue allemand, a découvert des milliers de tablettes d'argile dans le cadre de ses fouilles d'un tumulus à Boğazköy, l'ancienne Hattusa, révélant ainsi des archives royales. Initialement, il croyait avoir découvert un avant-poste de la Syrie. Cependant, lorsqu'il s'est mis à déchiffrer les tablettes, il a compris qu'il était confronté à quelque chose de bien plus révolutionnaire. Les tablettes étaient rédigées en akkadien, la langue de communication de l'époque, mais également dans une autre langue mystérieuse qui serait par la suite reconnue comme étant le hittite. Et ce qui est le plus remarquable, elle renfermait la correspondance entre les rois de Hatti et les pharaons d'Égypte, y compris une reproduction du traité de Kadesh. Le mythe s'était concrétisé. Cette découverte a suscité un véritable émoi dans le milieu universitaire, tout en inaugurant une nouvelle polémique. Le processus de résurrection des Hittites a été long et souvent sujet à controverse. Les experts, qui avaient longtemps rejeté son existence, ont fait preuve de scepticisme. C'est grâce à la traduction de leur langue réalisée par le savant tchèque Bedřich Hrozný durant la Première Guerre mondiale que leur position historique a été finalement affirmée. Hrozný a prouvé que le hittite était une langue indo-européenne, modifiant radicalement notre perception de la préhistoire du Proche-Orient. Depuis, l'archéologie a continuellement redéfini l'histoire des Hittites. Chaque nouvelle fouille introduit un degré supplémentaire de complexité. Les fouilles menées à Kayalupunar en 2025, ayant révélé 56 nouvelles tablettes, ou les découvertes effectuées à Uşaklı-Höyük, démontrent que nous sommes encore très éloignés de parvenir à une compréhension complète. Selon un article de National Geographic publié en avril 2025, ils sont décrits comme un « empire que le monde a oublié ». Une expression qui résume parfaitement leur trajectoire, allant d'une domination complète à l'oubli presque total, puis à leur remarquable réapparition dans l'histoire. La redécouverte des Hittites est tout aussi captivante que l'histoire de leur empire. Cela nous apprend que l'histoire n'est pas un récit immuable, mais un terrain de lutte d'idées, où les doctrines s'affrontent, les dogmes se brisent, et les empires délaissés peuvent ressusciter de leurs débris, grâce à la main d'un archéologue ou à l'ingéniosité d'un linguiste. Les Hittites n'ont pas seulement été découverts, ils ont en quelque sorte été créés par l'archéologie contemporaine, reconstitués progressivement à partir de morceaux d'argile et de vestiges silencieux. Et son récit, plus vibrant que jamais, nous pousse à nous interroger sur les autres mystères et empires qui attendent silencieusement d'être réexhumés dans l'ombre. La réémergence des Hittites n'a pas signifié la fin de leur récit historique. Bien au contraire, cela a inauguré un nouveau front pour les idées les plus extrêmes et les controverses les plus intenses. Au XXIe siècle, les Hittites sont devenus un reflet de nos propres inquiétudes liées au changement climatique, à la déliquescence sociale et aux conspirations mondiales. Les échanges ne se cantonnent plus aux publications universitaires. Ils ont lieu en direct sur les forums en ligne, les blogs et les réseaux sociaux, où chaque avancée est scrutée et fréquemment redéfinie pour remettre en cause le récit classique. L'une des polémiques les plus vives concerne leur statut de proto-conspirateurs dans un réseau occulte à l'échelle mondiale. L'inclusion de divinités védiques dans leurs documents a poussé certains à envisager une connexion plus étroite avec l'Inde antique, un empire indo-européen qui échangeait non seulement des marchandises, mais également des mystères militaires et spirituels. L'élite mondiale de l'âge du bronze incluait-elle les Hittites, qui détenaient des savoirs ésotériques? Malgré le rejet de ces théories par la majorité des historiens comme étant spéculatives, les preuves demeurent suffisamment séduisantes pour donner lieu à une multitude de théories alternatives, dépeignant un monde antique bien plus interconnecté que ce que nous avions pensé. L'importance du changement climatique et son implication dans la chute de l'empire hittite est une autre question, qui a retrouvé une acuité renouvelée. Les recherches prouvant une sécheresse de 300 ans ont révolutionné notre perception de la chute de l'âge du bronze. Dans un monde luttant contre sa propre crise climatique, l'ère des Hittites s'est transformée en parabole, en exemple concret
d'une société développée qui n'a pas réussi ou n'a pas été capable de s'ajuster à une transformation environnementale désastreuse. Les discussions sur X, autrefois Twitter, et divers autres forums en 2024 et 2025 font régulièrement des comparaisons directes entre la chute d'Hattusa et les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, présentant les Hittites comme un sinistre présage de notre futur potentiel. Sa technologie est actuellement en cours de réévaluation. Les découvertes en Inde et ailleurs ont totalement discrédité le mythe du monopole du fer, ce qui nécessite une reconsidération de la diffusion de la technologie au cours de l'Antiquité. Ceci a suscité une discussion plus vaste sur l'eurocentrisme dans les récits historiques, questionnant la raison pour laquelle on a longtemps présumé qu'une innovation aussi essentielle devait avoir une unique provenance au Proche-Orient. On ne considère plus les Hittites comme les uniques précurseurs, mais plutôt comme intégrés dans un réseau d'innovation largement dispersé et mondial. En définitive, les spéculations les plus osées continuent de surgir autour du mystère de sa disparition. Hattusa était-elle une cité maudite, délaissée suite à des prédictions de sa propre ruine? Les peuples de la mer étaient-ils simplement des réfugiés? Ou pouvaient-ils également être des mercenaires, voire des groupes dissidents de l'empire hittite qui se sont retournés contre leurs anciens souverains suite à sa chute? Ces interrogations, alliant des éléments archéologiques à une forte part de spéculation, préservent l'énigme hittite en cours, assurant que cet empire délaissé demeure l'un des sujets les plus vivants et contestés de l'histoire ancienne. Qu'est-ce qui subsiste d'un empire qu'on a rayé de l'histoire? Le legs des Hittites ne réside pas dans d'imposants édifices qui ont défié les aléas du temps, mais dans des empreintes discrètes et souvent imperceptibles, qui se sont insinuées dans nos traditions, notre législation et notre dialecte. C'est un patrimoine caché, un patrimoine dont nous avons hérité sans même connaître ses sources. Son influence la plus manifeste et inattendue peut être suivie à travers la Bible, qui de manière ironique a été le seul document à préserver sa mémoire durant son long moment d'oubli. Uri le Hittite, le valeureux soldat trahi par le roi David, et Ephron le Hittite, qui vend à Abraham le caveau pour son épouse Sarah, n'étaient pas des personnages de fiction. Ils étaient les héritiers des enclaves néo-hittites qui ont perduré malgré la chute de l'empire dominant et ont continué à exister en Syrie et dans le sud de l'Anatolie, bien au-delà du 8e siècle avant J.-C. Ces échanges suggèrent que des notions juridiques et culturelles hittites, comme leur méthode de restitution ou certains types de traités, ont pu orienter l'évolution de la réflexion juridique et sociale des anciens Israélites et, par leur intermédiaire, la tradition judéo-chrétienne qui est à la base d'une grande partie de la civilisation occidentale. La chute de l'empire hittite a aussi créé un vide de pouvoir qui a pour toujours modifié la configuration géopolitique du Proche-Orient. Son absence a donné naissance à de nouveaux royaumes et peuples, tels que les Phrygiens en Anatolie centrale, les royaumes araméens en Syrie. Cela a également favorisé l'essor de l'empire assyrien qui finira par régner sur la région avec une brutalité qui contraste avec la diplomatie hittite. L'extinction des Hittites ne représente pas uniquement la disparition d'un empire, mais également la dissolution d'un ordre global, marquant la fin de l'âge du bronze et l'avènement d'une nouvelle époque de fer plus sombre et plus marquée par la violence. Son héritage, du point de vue linguistique, est colossal. L'interprétation du hittite, considérée comme la langue indo-européenne la plus ancienne jamais documentée, a constitué une avancée majeure. Il a prouvé qu'une ramification de cette vaste famille linguistique, englobant l'anglais, l'espagnol, le sanskrit et le russe, était utilisée au centre du Proche-Orient il y a des milliers d'années. Chaque instance où nous employons un terme d'origine indo-européenne, nous sommes, d'une certaine manière éloignés, reliés à la même source linguistique que les monarques de Hattusa. Bien que sa langue soit éteinte, elle demeure un spectre vivant dans l'architecture de la nôtre. Cependant, son héritage le plus fort et significatif aujourd'hui pourrait être celui d'une mise en garde. L'étude de l'empire hittite illustre parfaitement la vulnérabilité des systèmes complexes.
On apprend donc que même les superpuissances peuvent se décomposer, que l'interconnexion mondiale peut être à la fois une bénédiction et une malédiction, et qu'aucune civilisation, peu importe son niveau de sophistication, n'est protégée contre l'effondrement si elle néglige les dangers internes et les transformations environnementales. Autrefois, son empire couvrait des milliers de kilomètres, mais aujourd'hui, il n'est plus qu'un vestige en ruine qui nous rappelle que le pouvoir est fugace et que l'oubli est le sort ultime de ceux qui ne tirent pas d'enseignement de leur propre histoire. À l'issue de notre périple, à travers les ténèbres d'Atussa, il ne nous demeure pas une représentation précise et établie, mais un assemblage de mystères, de débats et d'interrogations dérangeantes. On a mis au jour un empire qui a défié l'Égypte, qui a régné sur la diplomatie et le champ de bataille, et qui a été anéanti par une tempête parfaite de sécheresse, de famine et d'effondrement interne. Son récit ne se limite pas à être un simple rapport de rois et de guerres. C'est un suspense géopolitique antique, une illustration de la vulnérabilité du pouvoir et une mise en garde qui porte un écho glaçant dans notre ère du XXIe siècle. Les Hittites nous ont démontré que les empires ne s'effondrent pas nécessairement à cause de la puissance d'un adversaire externe. Ils pourrissent fréquemment de l'intérieur. Ils ont chuté en raison de leur dépendance à un système agricole sensible au changement climatique, une leçon que notre monde interconnecté, face à sa propre crise écologique, ne peut se permettre d'ignorer. Ils ont chuté en raison d'un système d'alliances si intriqué qu'il s'est transformé en un piège, une construction de cartes qui s'est écroulée lorsque la tension a atteint son paroxysme. N'apercevons-nous pas des résonances de cela dans nos propres coalitions géopolitiques, si interconnectées et pourtant si précaires? Ils ont aussi chuté à cause de leurs propres ombres internes, d'une société qui, malgré une façade de loi et d'ordre, cachait des rites ténébreux et une angoisse cosmique. Sa préoccupation de calmer un millier de divinités vindicatives l'a amené sur des voies désespérées, nous rappelant qu'en période de crise, la peur a la capacité d'éroder le sens du raisonnement et de la moralité. Son récit nous pousse à examiner nos propres failles, les vulnérabilités dissimulées dans les bases de notre civilisation, celles que nous aurions plutôt tendance à ignorer. Le parcours des Hittites, de la domination suprême à l'effacement quasi total, puis à leur réémergence, pourrait bien être la leçon la plus significative de toutes. Cela démontre que l'histoire est flexible, que les vérités que nous considérons comme acquises peuvent être gommées et redéfinies. Si un empire de cette envergure a pu être négligé, cela soulève la question: quelle portion de notre propre histoire décidons-nous d'omettre? Quels récits embarrassants négligeons-nous? Face aux vestiges d'Atussa que le vent emmêle au crépuscule, nous ne contemplons pas uniquement les traces d'une civilisation évanouie, nous observons un miroir. L'histoire des Hittites n'est pas achevée. Ces résonances se font entendre dans nos discussions sur le climat, dans nos conflits géopolitiques et dans notre recherche de solutions face à un monde imprévisible. La dernière interrogation qu'ils nous laissent n'est pas liée à leur histoire passée, mais plutôt à notre futur. Et la question demeure: écoutons-nous leur mise en garde ou avançons-nous tout comme eux de manière aveugle vers notre propre déclin, condamnés à devenir les futurs chuchotements parmi les débris du temps?